Alors maintenant, nous allons commencer le rendez-vous avec Pierre Lessard, un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis qui a pour but de apporter avec mon cœur des réponses inspirées, inspirantes, j'espère, concernant votre voie d'évolution, votre voie spirituelle, les écueils qui se présentent, les difficultés. On peut discuter de peur, on peut discuter d'angoisse, on peut discuter de jalousie, on peut discuter des difficultés et aussi des éléments qui favorisent vraiment une émergence réelle et de plus en plus de bien-être, de mieux-être dans nos vies. Alors, je vous propose de délaisser les questions plus théoriques, plus intellectuelles sur tout un ensemble de sujets et je souhaite vraiment répondre à des questions qui vous touchent. Quand quelqu'un pose une question personnelle, eh bien, je fais en sorte que la réponse puisse aussi servir chacun d'entre nous. Alors, je commence à accueillir vos questions. Maintenant, vous écrivez vos questions dans le chat et s'il vous plaît, placez au début au moins un point d'interrogation ou 2-3 points d'interrogation, puis pour que je puisse identifier les questions et les démêler des bonjours et des différents commentaires. Alors, je retourne un petit peu en arrière pour voir s'il y a des points d'interrogation. J'en vois pas. Si jamais j'ai dépassé votre question sans la voir, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à la réécrire. Je vous remercie. Je commence avec une question de Isabelle. Pierre, vous êtes en blanc. Faut-il avoir des couleurs particulières pour ces échanges d'amour? Eh bien, les couleurs sont importantes, les couleurs vibrent. Ce que je propose, c'est que chacun porte la ou les couleurs qui le font vibrer. Là, les couleurs du jour dans lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez ouvert. Quelquefois, il y a une couleur dans laquelle on était bien la veille et dans laquelle aujourd'hui on se sent plus contracté ou plus refermé. Prenez des vêtements de couleurs dans lesquels vous vous sentez ouvert, dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous sentez que vous pouvez ouvrir votre cœur, votre conscience. Et tous ensemble, nous allons créer plutôt un arc-en-ciel de toutes les couleurs parce que dans l'univers, il y a tous les rayons. Je continue à vous répondre à vos questions. Swazik, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Je souhaiterais que vous reparlez de ma colère, car la rediffusion n'est pas disponible, car il a été effacé. De votre colère, je peux parler de la colère. La colère provient, quelle que soit sa nature, d'une insatisfaction profonde. Alors souvent, j'explique que dans mon langage, je dis que on a tous une dose de satisfaction que l'on recherche chaque jour. On a besoin de notre dose de satisfaction. Comme on pourrait dire, chaque jour, notre corps a besoin d'eau. Eh bien, on a besoin de satisfaction. Ça fait partie de l'être humain. On œuvre pour se réjouir. Donc, les satisfactions profondes sont associées à de véritables joies. Et puis, il y a des satisfactions qui sont plus superficielles, qui viennent quelquefois compenser ou combler un manque de joie plus profond. Toutefois, quand il n'y a pas la dose de satisfaction et qu'en parallèle ou simultanément, il y a des insatisfactions, eh bien, ça peut générer des frustrations. La colère, qu'elle soit dirigée vers un individu ou qu'elle semble provenir d'un individu ou d'une situation qui nous déplaît, est tout de même le reflet d'une frustration intérieure. Et c'est très important de le constater. C'est-à-dire que oui, je sais qu'il y a des situations extérieures qui sont provocantes, qui nous confrontent et des situations de violence extérieure qui n'ont rien à voir avec soi très souvent et qui bousculent et qui peuvent faire surgir de la colère. Mais en fait, ce que je vous dis dans une perspective évolutive, lorsqu'il y a la violence devant soi, eh bien, la colère qui peut s'élever en soi, elle est le fruit d'une frustration qui est déjà en soi et elle ne sert pas la dissolution de la violence, par exemple. Alors, je parle de violence, mais la colère peut
se diriger ou être stimulé par différents éléments. Ce que je veux dire, c'est que la colère ne contribue jamais à dissoudre, harmoniser, équilibrer le ou les éléments extérieurs que l'on croit être la source de notre colère. Au contraire, la colère est une forme de feu qui vient exciter, exacerber vibratoirement, qui vient nourrir aussi ce qui ne convient pas de l'extérieur. Or, au-delà de tout ce qui se passe à l'extérieur, j'ai pris l'exemple de la violence, face à la violence, face par exemple à un individu qui est violent, ce que je vois, c'est un être humain qui souffre, un être humain qui est peut-être dans un moment d'enfermement, un être humain qui n'est pas dans la conscience de qui il est, de la vie, et qui se manifeste par la violence, ou par un jugement, ou par toutes sortes de choses. Or, quand vous êtes vraiment bien avec vous-même et qu'il n'y a pas de frustration, vous pouvez alors voir l'être qui est blessé et émaner la lumière. Or, si c'est la colère qui monte, c'est qu'il y a des frustrations en vous et c'est intéressant, non pas de se juger, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est d'abord d'exprimer sa colère, non pas contre quelqu'un, mais peut-être en criant, aller dans la forêt et crier votre amour de la forêt ou votre envie d'être accompagné par ces forces de vie naturelles, ou bien taper dans un oreiller, si vous voulez, pour vraiment qu'il y ait quelque chose qui sorte, mais pas sur quelqu'un, ni physiquement, ni vibratoirement, évidemment. Or, par la suite, rencontrez votre colère. Imaginez que vous faites face à votre colère. Vous pouvez même prendre un symbole, prendre un objet qui représente votre colère. Faites-vous un genre de rituel où vous êtes seul, vous êtes avec cet objet qui est le symbole de votre colère et vous lui dites, tiens, ma colère, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui est vraiment blessé, frustré, insatisfait en moi pour que ce qui émerge, c'est de la colère plutôt que de la lumière, de l'amour, pour favoriser le changement extérieur. Alors voilà, c'est ça que je vous propose. C'est-à-dire que lorsque vous avez une colère, ne vous jugez pas. Dites-vous que vous aussi, vous avez une blessure intérieure, il y a une frustration qui est probablement associée à une blessure et la colère veut, par sa montée, vous transmettre qu'il y a quelque chose à rencontrer à l'intérieur de vous, à comprendre, à dissoudre, tout en vous reconnaissant comme vous êtes vraiment. Rappelez-vous que votre colère n'est pas vous. Rappelez-vous que, par exemple, lorsque vous avez eu un moment de colère envers votre enfant, eh bien, l'amour de votre enfant était indéfectible. Mais il y a eu une impatience, une insatisfaction. Quelquefois, l'enfant n'est même pas dans l'élément provocateur extérieur. Quelquefois, il l'est. Mais en fait, par la suite, vous vous dites, mais pourquoi je projetais ma colère vers cet enfant? Eh bien, quelquefois, il a répété une action qui vous a énervé, mais si vous avez perdu votre calme et que la colère est montée, c'est que déjà au plus profond de vous, il y a quelque chose qui vous titille, il y a quelque chose qui vous agresse peut-être, autre que ce qui semble la source extérieure. Ce que je dis, c'est ce qui semble la source extérieure n'est pas la source. C'est un symptôme, c'est un miroir de quelque chose, c'est un acteur qui va faire rejaillir quelque chose pour que vous connaissiez mieux et que vous alliez au fond des choses pour faire émerger la beauté de votre être. Stéphanie nous dit, comment tourner la page après une rupture amoureuse? Eh bien, tourner la page, c'est vrai que c'est une expression souvent utilisée. Tourner la page avec vous-même, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire laisser aller vos attentes, vos attaches, vos besoins. Alors, dans une rupture amoureuse, elle peut avoir été provoquée par l'un, par l'autre ou par les deux. Et
j'ai souvent remarqué que même lorsque c'est une personne qui provoque la rupture ou qui demande la rupture, eh bien, quelquefois, elle-même a de la difficulté à tourner la page. Il y a non seulement un lien qui se crée vibratoirement, ça va de soi. Il y a un lien vibratoire, un couloir vibratoire que je nomme entre vous et la personne avec laquelle vous aviez une relation amoureuse. Ce couloir vibratoire, il est important. Il a quelquefois une fréquence très élevée, même s'il y a des moments difficiles et même si vous réalisez que à cette étape de votre vie, vous prenez des chemins différents, ça n'enlève pas nécessairement ce couloir vibratoire. Il faut toutefois transformer ce qui vibre dans ce couloir. Donc, vous pouvez y placer un amour universel parce que si vous aimez un être humain, bon, de façon globale, vous aimez tous les êtres humains et vous avez un amour intime, affectif pour un être humain, eh bien, cet être humain, malgré ses changements mm, et malgré vos changements, est toujours la personne que vous avez aimée. Alors, aimez-le, aimez-la encore de façon universelle, comme vous aimez un ami, comme vous aimez un copain, comme vous aimez un enfant, comme vous aimez un parent, comme vous aimez un voisin, comme vous aimez un être humain. Donc, surtout dans la rupture, il n'est pas nécessaire de rompre l'amour pur. Alors, l'affectivité intime et tout cela, eh bien, peuvent prendre des chemins différents et la relation pure d'amour peut être maintenue. Alors, quand vous dites tourner la page, est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a des attaches? Eh bien, ce qui est intéressant, vous avez choisi de rompre la relation ou si vous, vous vivez une forme de rupture que vous n'avez pas choisie, voyez comment les attentes envers l'autre étaient déjà des éléments qui nourrissaient une éventuelle transformation de la relation. En d'autres mots, les attentes, les attaches, les désirs. Qu'est-ce qui fait que on ne tourne pas la page? Qu'est-ce qui fait que on veut rester attaché? Eh bien, tous ces éléments sont les éléments qui ont contribué, qui ont ensemble fait en sorte que, éventuellement, la relation ne pouvait plus tenir parce que ces éléments-là vous éloignent de qui vous êtes progressivement. Par exemple, lorsque vous avez une attente que l'autre vous reconnaisse, que l'autre vous apprécie, que l'autre aime ceci, cela de vous, eh bien cette attente fait en sorte que vous ne vous offrez pas vous-même toute cette réponse. En fait, souvent, je vais dire que l'attente dans l'autre, l'attache dans l'autre fait en sorte que l'on se l'offre pas. Alors si, en d'autres termes, si vous vous offrez à vous reconnaissance, compassion, bienveillance, tendresse, respect de vous-même, eh bien, vous délaissez les attentes et vous délaissez les liens d'attache pour avoir simplement une relation pure. En d'autres mots, pour favoriser le tourner la page, tournez-vous vers vous et offrez-vous à vous ce que vous attendiez de l'autre ou ce que l'autre vous offrait que vous ne vous offrez pas. Parce qu'à partir du moment où vous vous offrez à vous-même tout ce que j'ai nommé, donc je parlais de accueil, reconnaissance, compassion, tendresse, bienveillance, eh bien, la relation passée, comme la relation qui s'en vient, elle est libre, cette relation. Et donc, il n'y a plus à tourner la page ou pas tourner la page. Alors, quelquefois, il est intéressant qu'il y ait une distance temporaire lorsqu'il y a des attentes de part et d'autre. Lorsqu'il y a une attache, que l'un ou l'autre s'attend à ce que l'autre fasse encore quelque chose ou lorsque l'un veut que ça continue. Alors, passer à d'autres choses, c'est passer à soi. Passer à soi. Voilà ce que je vous propose.
Nicole, je viens de lire un livre sur les blessures de l'âme et je me suis rendu compte que je souffrais beaucoup d'humiliation. Comment faire pour transcender cette blessure? Alors, ce qui est intéressant, c'est de commencer à voir à l'intérieur de vous, en vous intériorisant, quand vous vous êtes senti humilié. Alors, regardez, par exemple, vous recommencez, est-ce que cette semaine, je me suis senti humilié? C'est quand la dernière fois que je me suis senti humilié? Et puis avant. Vous remontez ainsi jusqu'au début de votre vie, potentiellement. Par exemple, dans votre enfance. Vous dites, tiens, j'ai eu des expériences dans lesquelles je me suis senti humilié depuis, par exemple, mon adolescence, alors qu'il ne s'est pas produit tel événement. Et là, vous pouvez, à partir de là, avoir une vision globale comme quoi l'humiliation ou la sensation d'humiliation se répète. Ça, c'est la première étape. Là, vous regardez de l'extérieur lorsque des éléments extérieurs ont soulevé la thématique de l'humiliation. Parce que j'en reviens toujours à vous dire que les événements extérieurs font partie de scénarios qui soulèvent, qui activent, qui rendent vivant un thème qui est déjà en vous. Puis, parallèlement, tentez de voir comment vous vous humiliez vous-même. Alors ça devient plus délicat. Alors, il se peut, par exemple, que dans votre dialogue intérieur, vous vous dites: «Non, mais tu es pas capable de faire ça. Non, mais les autres sont meilleurs que toi». Ben, c'est une forme de jugement de soi. Ne pas être à la hauteur, ne pas être capable, être moindre. C'est des façons de vous humilier vous-même. Quelquefois, peut-être, vous avez vu que vous avez dit non à une opportunité parce que vos voix intérieures vous disaient que vous n'étiez pas à la hauteur, que les autres seraient meilleurs, que vous seriez jugé. Mais en fait, quelquefois, la peur d'être jugé, la peur d'être humilié, fait en sorte que vous renoncez à une rencontre, à une situation, à une perspective, à une opportunité, en vous humiliant vous-même. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est vous pouvez concevoir qu'il y a différents scénarios extérieurs qui ont provoqué une sensation d'humiliation, et cela, c'est pour vérifier si véritablement le thème existe. Si vous vous rendez compte que oui, vous avez senti l'humiliation, là, vous regardez à l'intérieur de vous. Là, ça prend vraiment une honnêteté avec vous-même, une intimité. Quelquefois, vous pouvez même être accompagné pour le faire. Comment vous vous humiliez vous-même à différentes reprises dans votre vie, peut-être encore? Comment vous vous humiliez en vous sentant comme ceci, comme cela, en choisissant d'être humilié? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les éléments extérieurs sont en soi des aspects que inconsciemment vous attirez, sans savoir pourquoi, comment, et qui vous reflètent ce thème de l'humiliation en vous. Donc, à partir du moment où vous vous êtes rendu compte, oui, le thème est bien là parce qu'il y a des situations extérieures, vous savez que ces situations extérieures sont des miroirs, des déclencheurs. Elles ont un rôle et vous pouvez vous dire, maintenant que j'ai pris conscience que le thème de l'humiliation est en moi, je peux ici tout simplement laisser aller toutes ces situations extérieures parce qu'elles ont rempli leur rôle. Alors, vous parlez d'humiliation, vous me diriez trahison, je vous dirais la même chose. Vous me diriez, par exemple, voilà, j'ai été trahi plusieurs fois. Alors, toutes ces situations de trahison ont pour but de vous dire le thème de trahison est en vous, de telle sorte que vous regardiez comment vous trahissez l'être vrai, comment vous humiliez l'être vrai que vous êtes. Par exemple, avec, par exemple, des jugements, des culpabilités, des choses comme ça, des comparaisons négatives. Alors, à partir du moment où vous concevez que ce sont des acteurs réels, ça s'est passé, mais vous pouvez tout simplement laisser prise, laisser les blessures aller, laisser les besoins de rectifier tout cela parce que c'est en vous, vous allez les rectifier. Et après, vous avez
à faire tout un parcours pour vous reconnaître. Alors, vous vous humiliez sous quel angle? Quels sont les thèmes? Quelles sont les voies dans lesquelles vous vous humiliez? Et dans ces voies-là, vous avez à vous reconnaître. Mettre de l'avant vos qualités, vos dons, sans vous comparer aux autres. Parce que l'humiliation, c'est vraiment en relation avec la comparaison aux autres. Et dans la comparaison, on sort toujours perdant. Même si la comparaison nous met comme étant supérieurs, ben, dans l'impression de supériorité, on est aussi perdant que dans l'impression d'infériorité. Donc, ici, vous avez à aller dans cette direction. Très souvent, pour ces thèmes qui sont profonds, vous pouvez être accompagné, je l'ai dit à chacune de nos rencontres, de façon thématique. Maintenant, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une thérapie à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines pendant les 5 prochaines années. Mais il y a des intervenants qui vont dire, d'accord, nous allons travailler ensemble pour 3 à 4 rencontres sur l'humiliation pour dégager tout cela, pour vous aider à vivre le parcours dont je vous parle. Alors, je vois que Catherine, vous avez une question. N'oubliez pas de mettre vos points d'interrogation au début pour pas que je vous rate. Pierre, comment retrouver cette magnifique méditation d'ancrage et d'alignement? Y a-t-il un replay? Une rediffusion? Oui. La rediffusion, elle sera là d'ici 2-3 jours. Vous allez sur le site symphonie.life, donc www.symphonie.life, et vous descendez la page, vous allez trouver Unis pour l'humanité, et vous allez voir les rediffusions de toutes les rencontres que j'ai faites. C'était la 6e, je pense, aujourd'hui. Alors, vous allez les avoir là. Maintenant, si les ancrages aussi vous intéressent, sur le site, vous pouvez aller chercher processus d'équilibre énergétique. C'est un processus que je guide, ça prend en 10 à 15 minutes le faire. Au début, je le guide, mais après, vous l'intégrez, vous le vivez à votre rythme quand vous voulez. Et je propose de vivre ça tous les jours. Et dans ça, il y a aussi les ancrages. Donc là, je l'ai fait à l'intérieur d'une guidance. Et je propose aussi de vivre ces ancrages dans un processus global d'équilibre énergétique. Donc, toujours sur le site symphonie.life. Françoise nous dit, est-il possible à 69 ans de se débarrasser du jugement engendré par une éducation manipulatrice et donc de la culpabilité, thérapie ou intégration émotionnelle? En fait, ma réponse est certainement positive. Oui, il est possible parce que vous ayez 69 ans ou 99 ans, vous êtes, Françoise, dans un processus évolutif et vous évoluez de façon continue. Je dirais même pas jusqu'à la dernière seconde, parce qu'à la dernière seconde de votre vie, au moment du passage, vous continuez à vivre des expériences et chaque expérience vous offre une perspective de vous et de l'univers qui vous fait évoluer. Donc, je vous invite particulièrement tous les gens qui me disent qu'ils sont à la retraite, soyez à la retraite d'une activité professionnelle qui ne vous convient plus, mais ne soyez pas à la retraite de la vie et de votre parcours évolutif parce que ça continue continuellement. Donc, oui, bien sûr, il y a eu un jugement sur vous, vous nous dites, et de la manipulation, il y a de la culpabilité envers vous. Eh bien, le thème ici du jugement de soi, c'est un peu comme le thème de l'humiliation, c'est-à-dire que vous avez fait le retour, vous savez que ça vient de votre enfance, et ce qui est important, c'est de mettre si on veut, en contrepartie, une reconnaissance de vous. C'est la reconnaissance de vous par vous qui va vous permettre de dissoudre et de laisser aller vraiment ces manipulations, ces jugements sur vous que vous avez vécu durant votre enfance, votre adolescence et peut-être jusqu'à maintenant parce que, en fait, on se rend compte que tant et aussi longtemps qu'on ne s'est pas délivré d'une thématique, eh bien, inconsciemment, on crée des scénarios. Je ne dis pas qu'on est coupable de ça, je ne dis pas qu'on le fait consciemment, je dis que des scénarios se reproduisent pour nous inviter à observer, à les ressentir et vraiment transcender ça. C'est étonnant comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si quelqu'un porte en lui une thématique associée à une blessure,
par exemple, de jugement ou de manipulation, eh bien, il y a différentes scènes dans sa vie qui évoquent ça. Et ce qui est fascinant, c'est aussi, comment une scène qui va être totalement neutre de contenu émotionnel pour une personne, va être très chargée pour l'autre. Alors je m'explique. Une personne qui ne porte pas le thème du jugement vit une même expérience avec vous. Vous êtes complices, il y a exactement les mêmes choses qui se produisent pour l'une comme pour l'autre. Or, celle qui ne porte pas le thème du jugement ne s'est pas sentie jugée dans cette situation, alors que vous avez senti soit le jugement ou les traces du jugement. Pourquoi? Parce que la situation vient stimuler ce thème pour que vous puissiez l'évacuer de vous. Or, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous réalisez cela, vous pouvez choisir de tout simplement laisser aller les situations extérieures. Donc, par exemple, comment vous avez eu une éducation manipulatrice. Ce qui est important maintenant, c'est de voir vous, comment vous allez vous reconnaître. Et il n'a pas d'âge pour se reconnaître. Il est toujours temps parce que c'est un élément fondamental. C'est le premier élément de l'être humain lorsqu'il se présente, avant même de naître, lorsqu'il est dans le parcours intra-utérin. La reconnaissance de cet être est si important. Alors, plus les êtres humains connaissent l'importance de la reconnaissance, plus ils vont reconnaître les autres dans leur nature universelle, puis de plus en plus dans leurs dons, leurs qualités, et l'être pourra se reconnaître. Alors, commencez par vraiment vous reconnaître et posez votre attention sur les gens qui vous entourent et comment ils vous reconnaissent par leur appréciation. Et vous pourrez laisser aller le passé. C'est possible. Vous pouvez être accompagné, bien sûr, lorsque s'il y a une attache à ce passé, s'il y a une attache parce que c'est tellement subtil, tellement complexe, c'est votre inconscient aussi qui joue à ça. Vous pouvez avoir vraiment conscientisé les manipulations et les jugements qu'il y a eu. Pourtant, comment ça agit sur vous peut être inconscient, c'est-à-dire comment vous, tout à coup, vous utilisez une situation sans vous rendre compte pour vous blesser encore ou pour comme s'il y avait de la manipulation dedans. Vous avez vraiment à délaisser cela par une reconnaissance profonde de qui vous êtes. Si vous n'avez pas senti qu'on vous aidait dans votre enfance, et bien au contraire, qu'on allait à l'encontre d'une, si on veut, d'une guidance pour vous aider à vous reconnaître, c'est le moment vraiment de le faire. Virginie nous dit: comment être avec ma belle-sœur complotiste et pranique? Pranique. Je ne sais pas si elle est dans l'amour ou dans l'ego. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par pranique et qui est complotiste. Donc, vous vous sentez mal avec votre belle-sœur qui est complotiste et qui a une orientation, des pensées, des choix, des adhésions à des systèmes de pensée qui ne sont pas les vôtres. Eh bien, dans le monde, là, c'est votre belle-sœur, et dans le monde, il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de la même orientation que vous. Il y a même des gens, leurs enfants sont complètement dans des orientations différentes. Alors, comment être avec votre belle-sœur? Ben, en fait, comme je vous proposais tout à l'heure d'être sans parti pris entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas tous les éléments et tous les fondements de tout ça, d'une part, parce que dans le peuple russe, il y a des gens comme vous qui veulent que la paix, comme dans l'Ukraine. Et puis, il y a des gens qui sont blessés dans la Russie, mais il y a des gens qui sont blessés dans l'Ukraine et on ne connaît pas tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, malgré ce qu'actuellement on semble nous présenter un agresseur et un agressé. Il n'en demeure pas moins que, au plus profond, ce sont des frères et des sœurs
qui sont blessés et sous leurs blessures, sont des êtres qui sont unis. Donc, face à votre belle-sœur, reconnaissez qu'elle a trois, sa liberté de penser, sa liberté de, de conviction à quoi elle croit. Maintenant, vous pouvez aimer l'être dans elle et vous voulez être avec elle. Pourquoi voulez-vous être avec elle? En fait, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où vous voulez aimer les êtres et non pas les changer dans leurs convictions, vous pouvez être avec tout être. Vous pouvez bien être avec elle et lui dire, je ne partage pas les mêmes convictions, je ne partage pas les mêmes orientations. Vous pouvez avoir, vous, votre liberté de dire, est-ce qu'on peut parler de d'autres éléments qu'on partage? Vous partagez quoi? Vous partagez, quand on a une amie ou quand on a un copain, on le rencontre parce qu'on partage des choses. Évidemment, tout être humain, on a des choses à partager avec. Il peut y avoir des éléments en commun, ça peut être un regard sur la vie, ça peut être de l'émerveillement. Moi, j'ai vu souvent être seul dans différents pays et je m'émerveillais devant, par exemple, le lever du soleil sur une montagne et je partageais mon émerveillement avec des étrangers qui venaient de différents pays. Donc, on a toujours quelque chose à partager, mais à la fois, on n'a pas nécessairement à partager sur des éléments qui nous confrontent soi. Par exemple, si elle est complotiste et que vous ne l'êtes pas, eh bien, moi, je connais des gens qui vont avoir des échanges très intéressants entre complotistes et non complotistes, alors que d'autres vont s'énerver parce qu'ils veulent absolument convaincre l'autre et que ce que je vous dis, c'est si vous voulez être avec votre belle-sœur, ben, partagez sur des éléments qui vous animent tous les deux. Si vous avez envie de partager sur ce thème, partagez. Restez vraiment ouverte. Elle a un point de vue différent. Et puis, si ça vous provoque, si ça soulève vraiment une colère ou une, une difficulté, ben, partagez sur d'autres choses et aimez-la dans qui elle est profondément, qui elle est profondément dans ça. Vous, vous êtes certaine que vous avez raison. Elle est certaine qu'elle a raison. Alors, si les certitudes font en sorte que ça fait des éclats, des frictions, partagez sur d'autres choses. Et à la fois, s'il y a que des frictions entre vous, là, ça veut dire que tout de même, elle soulève des choses pour que vous reconnaissiez des choses à l'intérieur de vous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. En fait, je pense qu'on peut être avec toute personne. Ça ne veut pas dire que c'est pas exigeant quelquefois. Si vous êtes, en même temps, ça dépend de qu'est-ce que vous attendez d'une personne? Est-ce que vous attendez quelque chose d'elle? Ce que je vous propose, c'est faites le choix. Si c'est trop à vif, si ça soulève trop de colère, d'impatience, d'intolérance chez vous, parlez d'autre chose ou bien vous dites, tiens, on a des points de vue différents et puis quand on pourra se parler d'autres choses, on se verra, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est respecter la personne dans qui elle est profondément, parce qu'elle est comme vous profondément, et respectez-les dans ses choix actuels comme vous voulez l'être. N'oubliez pas vos petits points d'interrogation au début de la phrase. Joanne, que faire lorsque nous sommes de manipulation envers quelqu'un qu'on aime? J'essaie de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par que faire lorsque nous sommes de manipulation envers, quand vous manipulez quelqu'un que vous aimez ou quand vous êtes manipulé par quelqu'un que vous aimez, on va traiter les deux côtés. Eh bien, si vous vous sentez manipulé par quelqu'un que vous aimez, puisque vous l'aimez, vous le rencontrez et vous exprimez. Vous dites, ah tiens, quand il se passe telle chose, quand vous me demandez quelque chose, quand vous faites quelque chose, parce que la mutilation, ça peut être à travers des paroles, des gestes, des attitudes, des états, des réactions, des absences, en fait. C'est assez subtil. Alors vous dites, quand telle chose se passe, je ne me sens pas bien. Ce que je vous propose, c'est d'éviter de dire à l'autre, vous êtes un manipulateur. Parce que là,
ça ferme. Pardonnez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Quand on pointe l'autre en disant: «Tu es un manipulateur» ou «Tu m'as fait ça», eh bien, ça favorise pas vraiment une rencontre pour ouvrir le sujet et le transcender. Ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est important qu'on parle de quand ça se passe, je me sens mal. Pourquoi je me sens mal? Que j'ai l'impression que je me sens obligé ou je me sens comme ci, comme ça. Et j'ai envie d'être libre. Qu'en penses-tu, toi? Comment ça se passe pour toi quand telle chose se passe ou quand tu dis ou tu fais telle chose? Entrer dans un dialogue sans prendre des gants blancs jusqu'ici, là, c'est intéressant de parler de votre malaise à l'autre, puisque vous aimez l'autre. Si c'est vous qui manipulez, alors là, vous pouvez aller voir, tiens, c'est la forme de manipulation, vous la connaissez, mais il faut vous dire, tiens, est-ce que est-ce qu'il y a une peur derrière tout ça? Quand vous aimez quelqu'un et vous le manipulez, il y a une peur de ne pas le perdre. Il y a une peur de le perdre, c'est-à-dire il y a une peur de le perdre. Il y a une peur qu'il fasse ceci ou qu'il ne fasse pas cela. C'est de vraiment identifier votre peur qui fait en sorte que vous manipulez. Est-ce qu'il y a un besoin de pouvoir? Parce que la manipulation relève d'un besoin de pouvoir, d'un besoin de possession, ou bien vient de la peur de perdre quelque chose. Est-ce que vous avez peur de perdre votre place? Vous avez peur de perdre votre autorité? Parce que là, votre question est très, très vaste. Vous me parlez de manipulation envers quelqu'un qu'on aime. Ça peut être envers un enfant, euh, ça peut être envers un parent, ça peut être envers un ami. Bon, si c'est vous qui vivez la sensation de manipulation, parlez de votre malaise, ça c'est important. Si c'est vous qui manipulez, parlez-vous à vous-même, essayez d'identifier. Est-ce qu'il y a tout à coup un besoin de possession qui vient d'une peur aussi, hein, qui vient d'une peur d'être fragile, d'être vulnérable, ou bien d'une peur de perdre l'être, ou de ne pas être aimé, etc. Voilà, je réponds globalement, votre question est globale aussi. Marie-Ange, peut-on avoir un replay? Oui. Alors, Marie-Ange, je l'ai dit au début, je l'ai répété aussi, la rediffusion, vous allez l'obtenir d'ici 2 ou 3 jours dans symphonie.life. Sur le site www.symphonie.life, vous allez sur la page d'ouverture, vous descendez la page et lorsque vous arrivez à Unis pour l'humanité, eh bien, vous allez avoir la rediffusion d'aujourd'hui et les rediffusions des 5 dernières rencontres de Unis pour l'humanité. Alors, il y a 2 rencontres. Maintenant, le lundi, il y a 2 rencontres. Il y a le lundi Unis pour l'humanité, les premiers 20 minutes, et puis après ça, il y a rencontre avec Pierre Lessard. Donc, quand vous voulez une rediffusion d'Unis pour l'humanité, de la guidance, vous allez sur Unis pour l'humanité, et ces rencontres avec Pierre Lessard, les rediffusions sont là. Avec joie. René nous dit: «Est-ce que les émotions» je fais bouger l'écran, hein, j'espère que ça vous énerve pas, c'est quand je touche à ma table, l'écran bouge. Est-ce que les émotions appartenant au personnage plutôt qu'à l'être véritable? Les émotions appartiennent au personnage et lorsque les émotions se transforment en sentiments, là, elles appartiennent tout à coup à l'être vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez une émotion, par exemple, de colère. Ça provient, comme je l'ai dit, de frustration et les frustrations d'insatisfaction, de blessures, ça fait partie de la structure du personnage. Maintenant, il faut avoir une émotion de joie, par exemple, devant la naissance d'un enfant, il y a d'avoir une émotion de joie. Et cette joie-là, tout à coup, devient plus qu'une émotion, devient une sensation et puis un sentiment amoureux. Au départ, c'est le sentiment de faire partie du merveilleux de l'univers qui a généré l'émotion de joie, mais rapidement qui devient de la joie pure et une sensation d'amour. Vous voyez la nuance entre les choses. Alors, il peut y avoir un plaisir, on vous offre, par exemple, je sais pas moi, on vous offre des fleurs, vous avez une émotion joyeuse, c'est magnifique. Maintenant, 2 personnes vont recevoir des fleurs et
vont vivre des choses apparemment similaires et pourtant fondamentalement bien différentes. Deux personnes dont c'est l'anniversaire reçoivent des fleurs. Une est très joyeuse, l'autre est très joyeuse. L'une est joyeuse parce que les fleurs représentent leur amitié, un amour pur, une relation. Il n'y en aurait pas eu, la présence de l'autre aurait fait la même chose. Les fleurs lui rappellent cela. L'autre reçoit les fleurs, elle est joyeuse parce qu'on a pensé à elle, parce qu'elle craignait d'être oubliée, et si elle n'en avait pas eu, elle aurait eu une émotion de tristesse ou de colère. Donc, l'une vit tout à coup une émotion qui est associée à quelque chose de l'ordre de l'amour et qui fait naître un sentiment plus grand, donc qui appartient vraiment à l'être vrai, et l'autre vit une émotion qui est beaucoup plus dans son personnage. Vous voyez la différence? Fascinant l'être humain dans ces différences. Solveig, cher Pierre, merci. Bon, pensez-vous qu'il puisse y avoir sous peu une troisième guerre mondiale? Est-ce que je pense qu'il puisse? C'est une possibilité. J'ai la foi et l'espoir qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. J'ai vraiment l'impression qu'on est à un grand tournant, que ce qui se passe actuellement va rallier beaucoup d'êtres sur la Terre. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de guerre, là, mais moi, je suis de ceux qui ont vraiment l'impression que la guerre n'est pas naturelle pour l'être humain et que l'être humain, il n'y a aucun être humain qui aime la guerre fondamentalement, et que une troisième guerre mondiale, on peut dire que ça a déjà eu lieu parce qu'il y a des longues guerres. C'est quoi une guerre mondiale qui implique tout le monde? Aujourd'hui, ce qui a lieu, ça implique tout le monde. Mais s'il y aura une guerre comme on a eu, une troisième guerre, avec les machines de guerre qu'on a et les instruments très sophistiqués, ça ne fait pas sens. Ça ne fait absolument pas sens. Trop de souffrance, et les êtres humains sont capables de détruire la Terre, mais ils ne le feront pas. Donc, quant à moi, c'est pas ça le danger le plus important qui nous guette. C'est autre chose. Pour moi, c'est plus au niveau du développement de la science technologique, l'intelligence artificielle, et c'est là qu'est le danger pour l'être humain dans toute sa grandeur. Voilà, ben, je dirais le danger, je dirais l'enjeu. Je vais appeler ça comme ça, je pense. Actuellement, c'est très important de s'unir, d'être ensemble, de manifester ce dont on a envie comme être humain partout, de l'exprimer, qu'on a envie de s'unir, de laisser tomber les critiques, les jugements sur les uns, sur les autres, pour dire, on n'a qu'envie de s'unir, on a envie de la paix, et on va y arriver. Isabelle, je veux juste compléter. Je sais quand même que la situation actuelle pourrait déclencher une troisième guerre mondiale, et si l'Europe s'y mettait, appuyée avec les États-Unis, et que d'autre part la Chine s'y mettait, alors je veux dire, actuellement c'est une situation extrêmement difficile, et je suis convaincu que l'Europe le sait très bien, et j'ai l'impression que les différents pays ne vont pas se mettre en guerre, ni pour l'un ni pour l'autre, et parce que c'est beaucoup trop explosif, beaucoup trop explosif. Il y a des gens conscients spirituellement, mais il y a aussi une conscience de personnes que on va entrer dans ça, c'est affreux. Et donc, je suis convaincu qu'on n'ira pas. Isabelle nous dit, je suis avec un compagnon qui n'est pas ouvert au niveau de l'esprit et de l'âme. J'offre mes vibrations, mais je me sens fatigué en sa présence parfois et alourdi. Comment puis-je faire? Donc, je comprends que votre compagnon, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une voie spirituelle, quand vous dites qu'il n'est pas ouvert,
qui ne croit pas, donc qui n'est pas ouvert à tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et de l'âme. Et bon, d'une part, il est certain que je connais des gens qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas d'association particulièrement avec l'âme et l'esprit. Ce sont des gens qui sont purs et qui sont très sympathiques, très amoureux, vous savez, de belles et bonnes personnes, mais ils n'ont qu'une perspective spirituelle au niveau intellectuel. Ce sont des êtres qui sont naturellement spirituels, donc tout discours spirituel, âme, esprit et tout ça, ils ne s'y connaissent pas et ils n'ont pas une envie particulièrement de connaître. Pour eux, c'est tellement naturel. Ils aiment la vie, ils aiment la nature, ils aiment les êtres humains, ils sont beaux, ils sont altruistes et tout ça. Donc pour moi, ils sont spirituels. Il y a une différence entre être dans une voie évolutive spirituelle et avoir une connaissance intellectuelle spirituelle. Maintenant, vous nous dites que vous offrez vos vibrations, évidemment, c'est votre compagnon de route. Quand vous dites j'ai un compagnon, j'entends c'est votre compagnon de vie, votre compagnon de route. Vous vous sentez fatigué en sa présence et parfois alourdi. Alors, ça, c'est intéressant d'explorer ça plus profondément, Isabelle. D'abord, je vais vous poser des questions, mais je vais poser à tout le monde aussi. Ce compagnon, il est votre compagnon, vous avez été attiré vers cette personne. Cette personne a des aspects, des attributs, des vibrations qui vous ont attiré. Vous avez été bien avec lui, vous avez vécu de beaux moments, vous en vivez encore probablement. Alors, c'est intéressant pour vous de vraiment nommer pour vous, d'identifier qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous attire encore, pourquoi vous êtes avec ce compagnon. Pas répondre en une phrase, mais dire, par exemple, vous aimez son honnêteté, vous aimez sa clarté, vous aimez son altruisme, vous aimez son dynamisme. Et c'était intéressant de parler de tout ce qui vous a attiré, ce qui vous attire encore, ce que vous aimez dans cet être, et que l'ensemble fait en sorte que vous êtes avec ce compagnon. Maintenant, il y a des éléments dans votre vie maintenant qui sont peut-être pour vous prioritaires, c'est-à-dire toute la dimension d'évolution spirituelle, d'être plus conscient, donc connecté avec son esprit, sa conscience, et d'être à un niveau d'amour qui s'élève, donc avec l'âme. Parce que pour moi, vous savez, l'esprit, c'est la conscience, et l'âme, c'est l'amour. Donc quelqu'un, l'âme, l'esprit, ça l'intéresse pas, mais il est intéressé à conscience et amour. C'est surtout l'aspect de vous vous sentez fatigué à ses côtés et alourdi. Donc, au départ, je dis, faites un bilan vraiment de qu'est-ce qui a fait que vous êtes ensemble. Puis après, intériorisez-vous et dans l'expérience, essayez de nommer qu'est-ce qui fait que vous êtes fatigué quand il est là et que vous vous sentez lourde. Est-ce que ce sont ces sujets, ces paroles, ces critiques, ces peurs, ces silences, ces absences? C'est de nommer sans jugement. C'est-à-dire, voici, c'est une façon d'être, une façon de faire qui ne me ressemble pas. Donc, c'est pas un jugement, c'est différence avec vous qui semble être plus lourde. Une fois que c'est clair pour vous, alors rencontrez-le. Rencontrez-le. Et souvent, je dis, rencontrez-le à l'extérieur de la maison. Offrez-vous un week-end, quelque part, pour vous rencontrer. Dites-lui, il y a des choses que je veux discuter. Et vous lui dites, non pas tu m'alourdis ou tu me fatigues. Je me sens, curieusement, je me sens plus lourde, je me sens plus fatiguée. Et ça se passe lorsque, par exemple, tu es beaucoup dans la critique ou en fait, ayez un dialogue. Comment, et vous pourriez lui demander aussi avant, est-ce que toi, tu sens ça aussi dans ma présence? C'est d'entrer dans un dialogue, une véritable communication pour vérifier comment vous vous sentez. Ça fait combien de temps? Est-ce que vous avez encore des éléments qui vous attirent?
ce que vous avez nommé au début, est-ce que c'est encore présent? Est-ce que vous avez suivi des voies différentes qui font en sorte que vous pourriez être des bons copains parce que vous aimez faire des choses ensemble? Par exemple, vous aimez beaucoup le culturel ensemble, vous aimez voir des spectacles, du théâtre, et ça, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous êtes bien ensemble. Sur d'autres aspects qui sont majeurs pour vous, eh bien, peut-être qu'il est devenu plus un copain, peut-être est-il devenu plus un coloc. Alors, voyez ça en vous d'abord, puis parlez-lui, demandez-lui aussi de regarder ça sur son côté pour voir où vous en êtes avec votre relation, pour la rafraîchir, l'éveiller, la stimuler. Donnez la chance à votre relation. C'est un compagnon que vous aimez, que vous avez aimé. Alors donnez la chance à ce que ça soit ravivé. Et si vous constatez ensemble que vous êtes plus des copains, ben vous choisissez d'être des copains. Et il est préférable d'être des copains. Par exemple, je donne un exemple dans la culture, qui vont à des spectacles et qui se réjouissent, qui sont bien ensemble, où vous vous sentez légère et animée, dans ces moments qui sont moins nombreux, mais qui font en sorte que vous appréciez totalement cette tête, plutôt que d'être toujours ensemble, puis de sentir que les moments où c'est lourd semblent vous envahir pour les moments où ça pourrait être léger. Vous me suivez bien? Voilà. Évidemment, je peux pas faire je peux pas aller plus profond avec les questions. Je vous donne des pistes parce que là, évidemment, ça dépend de l'individu et le type il y a tellement de questions auxquelles j'aurais à vous demander pour vous aider davantage, mais je suis pas un accompagnant. Je vous donne des pistes dans une voie d'évolution spirituelle. Maria nous dit, je suppose que pour aider une personne malade ou malheureuse, il s'agit de communiquer avec son âme lorsqu'elle n'est pas ouverte à la méditation ou à la prière. Est-il possible d'utiliser une forme de langage qui favoriserait l'ouverture ou s'il est préférable d'être seulement à l'écoute avec bienveillance, paix et sérénité? Alors, au départ, Maria, ce qui est intéressant, c'est d'être vous-même. Être soi, ça ne veut pas dire nécessairement parler à l'autre de tout, mais il ne s'agit pas de vous enfermer ou de vous brimer. Donc, vous voulez aider une personne malade ou malheureuse, ce qui est important, c'est de vérifier si la personne veut être aidée aussi. Parce que vous voulez pas développer en vous le rôle de sauveuse. Le sauveur ou la sauveuse, c'est la personne qui veut aider tout le monde qui se sent pas bien ou dès que quelqu'un autour d'elle se sent pas bien veut l'aider. Et en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé, qui a besoin de la présence des autres. Alors, donc, vous voulez vraiment vous assurer que c'est pas la sauveuse en vous. Donc, quelqu'un qui veut être aidé, qui veut être accompagné. Et là, s'il ne veut pas, vous pouvez dire, ah oui, pourquoi est-ce que... Donc, j'invite vraiment à communiquer davantage, de façon générale, pas juste à vous, Maria, mais je parle à tout le monde, communiquer davantage avec délicatesse plutôt qu'être déjà sur des points de vue. Ce que je me rends compte souvent, c'est que il y a beaucoup de gens pensent, réfléchissent et arrivent avec une conclusion ou une bribe de conclusion qui devient leur point de vue. Alors, face à un autre. Et là, c'est deux points de vue qui se rencontrent. Et donc, avant de réfléchir, on peut discuter, puis se dire, tiens, j'ai envie de t'aider. Est-ce que tu as envie d'être aidé? Comment je peux t'aider? Vous voulez aider quelqu'un? Demandez-lui comment il veut être aidé. Alors, tu peux lui dire, par exemple, cette personne qui est près de toi, dans mon monde intérieur, moi, je peux aider en émanant de la lumière, je peux aider en méditant et en t'offrant un moment de méditation, je peux aider en te parlant du sens de la maladie, je peux aider en parlant du sens des expériences. Est-ce que tu as envie ou est-ce que vous avez envie, selon comment vous vous parlez? C'est intéressant vous voulez aider quelqu'un? Alors voyez comment elle veut être aidée. Si la personne n'a pas cette ouverture à la méditation ou à la prière, ça ne signifie pas qu'elle ne veut pas être aidée, mais elle peut être aidée par votre écoute. Quelquefois, juste d'écouter quelqu'un. Quand vous l'écoutez, votre cœur est ouvert. Alors ça, c'est fascinant. Vous pouvez aussi émaner
des faisceaux de lumière vers son cœur pour qu'elle s'aime, émaner des faisceaux de votre troisième œil vers son troisième œil pour qu'elle soit consciente d'elle-même. Souvent, je vais dire, ne faites pas des soins à une personne qui ne veut pas en recevoir. Demandez-lui si elle veut recevoir des soins. Par contre, des faisceaux d'amour du cœur vers le cœur, ça, vous pouvez en faire à tout le monde sur la rue et donc particulièrement aux gens aussi que vous voulez aider. Faisceau du cœur vers son cœur avec une intention, que la personne s'aime à ce point qu'elle puisse se transformer elle-même. Et projection de votre troisième œil vers son troisième œil, avec l'intention que la personne soit de plus en plus connectée à elle-même, plus en plus orientée, plus en plus consciente de qui elle est, de quel est son parcours. Voilà ce que je peux vous dire. Surtout, il ne s'agit pas de vous renier, vous pouvez en parler. Si elle ne veut pas méditer avec vous, alors vous ne méditez pas, bien sûr, mais commencez par en parler, commencez par lui dire si elle veut être aidée, comment vous pouvez l'aider et comment elle voudrait être aidée. Joanne, que faire lorsque nous sommes témoins de manipulation et de contrôle envers quelqu'un qu'on aime? Est-ce que c'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure? J'ai parlé de manipulation tout à l'heure. Là, vous êtes témoin de manipulation. Donc là, si je comprends bien, quelqu'un que vous aimez et vous constatez que cette personne est manipulée et contrôlée. Alors, d'abord, ce que je vous propose, c'est de discuter avec cette personne, de lui demander comment elle se sent. Alors, elle peut être contrôlée, manipulée à son travail, elle peut être, vous le voyez avec ses parents ou par ses enfants, par son conjoint, par ses voisins, en fait, selon la situation. Vous commencez par lui demander généralement comment elle se sent pour qu'elle s'ouvre, et par la suite, comment elle se sent face à la situation pour laquelle vous êtes témoin de manipulation. Vous avez vu, par exemple, le père qui manipule. Vous savez, le père, même si, je sais pas, l'enfant, l'homme ou la femme a 50 ans, quelquefois le père a 75 ans et il continue de manipuler, justement. Alors d'abord, vous identifiez ça comme de la manipulation. Maintenant, est-ce que la personne se sent manipulée? Alors, on ne va pas lui dire se sent manipulée d'abord, on va demander si elle se sent bien. Comment te sens-tu dans cette relation? Est-ce qu'il y a suffisamment de ouverture entre vous pour qu'elle puisse être vraie ou vous dire non, non, je me sens bien? Alors, commencez par lui dire, voilà, comment te sens-tu dans cette relation? J'aimerais ça en parler. J'ai été témoin de certaines situations et il me semble que il y a des choses à discuter. Et donc, la personne va s'ouvrir. Si elle résiste à s'ouvrir, vous pouvez lui dire, je sens vraiment quelque chose de, il n'y a pas totalement en équilibre dans cette relation. Et pourquoi tu ne veux pas en parler, etc. Et là, vous voyez son ouverture pour dire, après ça, vous pouvez dire que vous avez l'impression, dans telle situation, qu'elle est contrôlée ou manipulée et comment elle voit cela. Et après, ben, ça dépend de chaque personne. Vous savez, il y a des personnes qui, curieusement, selon toute leur éducation, leurs expériences de vie, etc., se sentent en sécurité lorsqu'elles sont contrôlées. Des personnes qui veulent être contrôlées. Et il y a des personnes qui vont accepter la manipulation, comme je l'ai dit précédemment, pour ne pas perdre l'individu, pour se sécuriser dans sa présence, qui vont interpréter la manipulation comme une attention qu'on leur porte, etc. Donc, ça dépend du type de manipulation, mais le mieux, c'est de lui en parler. Maintenant, si la personne ne veut pas en parler, est fermée à tout cela, je suggère toujours que ces faisceaux de lumière de votre cœur non seulement vers votre ami, mais vers cette personne, mais vers la personne ou les personnes qui, selon vous, les manipulent. Parce que lorsque vous le faites sans jugement, c'est-à-dire que vous ne dites pas, tiens, j'envoie des faisceaux de lumière au manipulateur. Vous dites, voilà, il me semble y avoir une manipulation, il y a deux personnes, un qui manipule, l'autre qui est manipulé,
et vous émettez des faisceaux de lumière vers le cœur de chacun. Vous émettez des faisceaux du troisième œil vers le troisième œil de chacun, avec l'intention que l'amour s'éveille, chacun de soi, et que la conscience de qui ils sont s'éveille de telle sorte que la relation puisse s'alléger. Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus à moins qu'on vous sollicite comme thérapeute, mais commencez par en parler. Louise, comment arriver à surmonter ma tristesse quand je vois le manque d'amour de ma belle-fille à l'égard de mon fils? Ses propos sont très toxiques, elle a sûrement de grandes blessures à belle-fille. C'est un sujet qui est relativement fréquent, où une femme voit sa belle-fille est triste parce que elle sent que sa belle-fille n'exprime pas un amour suffisant à son fils. Ce que je vous suggère, c'est de discuter avec votre fils, demander s'il se sent aimé. S'il se sent aimé par vous, s'il se sent aimé par sa femme, comment il vit cette relation, comment il est. Parce que, évidemment, c'est votre regard extérieur. Quelquefois, la personne peut sembler toxique dans le monde. J'ai vu des gens, par exemple, j'ai vu des femmes qui, quand il y avait d'autres personnes, étaient très, avaient des propos très contrôlants, puis des toxiques, et en fait, qui étaient mus par la peur de pas avoir de place, la peur de perdre sa place, la peur que son conjoint s'occupe plus des autres, tout ça. Alors que quand elle était seule avec son conjoint, elle était vraiment très, très amoureuse, très attentive, très reconnaissante. Donc, elle a une difficulté, elle a une problématique, elle a des blessures qui fait en sorte qu'il y a un ajustement. Maintenant, il se peut qu'elle soit toujours comme ça, mais rappelez-vous que lorsqu'une personne a un comportement, des attitudes qui semblent non équilibrées, non harmonieuses, eh bien, c'est parce qu'elle est blessée. C'est parce qu'elle aussi a ses blessures. Et si elle est vraiment toxique dans ses attitudes, dans ses comportements, dans ses paroles face à votre fils, eh bien, il se peut qu'elle ait des blessures relationnelles, et peut-être même avec votre fils, et peut-être avec d'autres hommes aussi. Peut-être que votre fils connaît ses blessures et peu à peu dans leur relation, ils sont dans un processus de transformation et il accepte certaines attitudes parce qu'il sait qu'elle est en mutation. Donc, ce qui est intéressant, c'est commencer, voyez votre belle-fille dans ces attitudes-là comme quelqu'un qui est blessé intérieurement. Elle n'est pas nécessairement blessée par votre fils, mais elle a peut-être été blessée par un autre homme ou par les hommes jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être une façon d'assurer sa défense, d'exister, ces relations. De toute façon, ces comportements ne sont pas de sa nature. Ces comportements-là qui vous heurtent sont des comportements qui proviennent de blessures, de peurs, de croyances, etc. Donc, aimez cette femme à partir de ce qu'elle est vraiment. Puis vous pouvez en parler avec votre fils. Vous pouvez dire, quelquefois je me sens mal lorsque ta compagne, que je reconnais comme un être lumineux à la base, te parle ainsi. Comment toi tu te sens? Donc ça, c'est une relation entre votre fils et sa compagne. Vous en avez des effets, donc un malaise. Vous pouvez en parler avec votre fils et votre fils va vous transmettre peut-être des éléments qui vont vous rassurer, peut-être qu'il va vouloir aller plus loin, peut-être qu'il va dire « Ah oui, tu as remarqué, je pensais que j'étais seul ». Selon ce qu'il va vous répondre, vous pourrez peut-être lui suggérer d'être accompagné pour voir comment il peut changer ça. Mais au départ, c'est vraiment sa relation avec sa conjointe. Donc c'est très important là, évidemment, c'est votre fils, vous voulez l'aider,
et en même temps de ne pas vous immiscer. Ça, c'est très, très délicat, faites attention. Véronique, je suis affectée par des acouphènes. Quelqu'un m'a dit que ça pouvait être lié à une séparation. Le silence de l'absence est souffrant et c'est ce qui pourrait provoquer ces acouphènes. Que pouvez-vous en dire? Eh bien, cette hypothèse, je l'entends pour la première fois. Tout est possible parce que ce que je connais des acouphènes, c'est que ça commence à un moment donné, quelquefois provoqué par un choc. Donc, ça peut être un choc tout à coup dans la séparation. Il peut y avoir un choc psychique qui a une incidence sur le corps, évidemment. Il peut aussi y avoir un choc physique qui déséquilibre les petits osselets dans l'oreille moyenne ou qui apporte un déséquilibre dans l'oreille interne, parce que l'oreille est composée de 3 sections, externe, moyenne et interne. Donc, vous savez, ce sont les petits osselets les plus petits du corps, là. Vous savez, l'enclume, l'étrier, le marteau, etc. Et puis, il y a l'oreille interne. C'est très subtil, tout ce phénomène de l'audition. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui, en s'éveillant dans leur processus de croissance, ont éveillé des facultés, donc ils ont vu leur capacité de capter le subtil qui fait en sorte qu'ils entendent des vibrations. En fait, il n'y a pas de silence, vous le savez. Tout est en mouvement dans l'univers. Et comme l'univers est plein, on a l'impression que c'est vide autour de nous, mais c'est plein de particules. C'est plein de particules d'énergie aussi, particules de lumière. Donc, tout circule et comme c'est plein, mais tout se frictionne continuellement, ce qui crée continuellement des éclats de lumière et des éclats sonores. En d'autres termes, il y a des éclats de son continuellement en nous, dans notre corps, dans nos corps de lumière, comme autour de nous. Vous savez, quelquefois on dit on entend le silence. Dans le silence, vous pouvez entendre l'électricité, mais même dehors, sans électricité, vous êtes seul. Il y a toujours dans le silence, le son du silence, parce que il y a des... Donc, dans le développement, il y a des gens qui commencent à entendre, soit physiquement, soit subtilement, les sons de haute fréquence qui sont émis par des ondes, par exemple, qui circulent. Il y a tellement d'ondes qui envahissent notre environnement terrestre, aérien, même marin, qu'il y a des sons continuellement de ces ondes et vous pouvez les capter. Comme vous pouvez entendre des ondes qui circulent dans l'univers. Vous savez que scientifiquement, ils ont reconnu des communications qui venaient d'ailleurs dans l'univers et qu'ils essaient de trouver la fréquence pour décoder les communications. Alors, on n'est certainement pas les seuls humains. Oui, les seuls humains. On n'est pas certainement pas les seuls êtres vivants, conscients de l'univers tout entier. Alors, il y a des communications qui s'établissent. Donc, il se peut que vous captiez différentes fréquences et ça, oui, c'est agaçant. Comme ça peut être donc d'ordre physique, psychique, comme je vous ai dit. Alors, j'ai vu une résolution d'acouphènes spontanée lorsque un jour j'ai créé un couloir de lumière. Un couloir de lumière, je veux dire à peu près 3 mètres par 3 mètres sur 3 mètres cubes, mais un grand couloir. Et j'ai invité des gens dans une pièce totalement obscurcie. Il n'y avait que cette lumière, c'est une lumière rouge, à entrer dans la lumière rouge pour bouger, pour se sentir. Puis après, j'ai mis une autre couleur pour qu'ils sentent la différence. Et je sais qu'il y a un homme qui a vu ses acouphènes vraiment s'arrêter au moment où il a dansé dans la lumière rouge. Je sais que dans certains centres hospitaliers, on a œuvré avec la lumière rouge pour favoriser un changement de fréquence. Donc, c'est une fréquence lumineuse qui est basse parmi toutes les fréquences lumineuses. Alors ça, c'est une possibilité. Donc, c'est plus que de la thérapie par la couleur, c'est vraiment des faisceaux de lumière. Maintenant, par rapport à ce qui vous a été dit, je pourrais juste dire de façon générale que oui, un choc peut produire ça. Florence nous dit
comment combler cette incapacité de soulager les souffrances humaines et garder espérance dans une humanité nouvelle? Comment concrètement faire face à toute cette sidération que l'on ressent face aux mœurs violentes? Eh bien, un peu comme j'ai fait d'entrée de jeu, c'est-à-dire que comment on peut garder l'espoir? La souffrance humaine est créée par l'humain, c'est-à-dire que euh, les êtres humains se blessent eux-mêmes par leurs interprétations, se blessent par leurs relations. Leurs blessures créent des peurs, les peurs des croyances, les croyances et les peurs engendrent certains types de comportements et des attentes, des attitudes, et tout ça crée de la souffrance psychique, éventuellement physique. Alors, en fait, on a une capacité de soulager et vibratoirement, on peut soulager la douleur. J'œuvre à ça chaque jour. J'aide des gens à soulager leur douleur, c'est-à-dire avoir moins de douleur. Maintenant, la guérison globale, souvent appartient à l'être. Il peut être accompagné par tout un ensemble de gens de différents types de personnes, mais l'être est son propre médecin dans le sens où c'est lui qui va avoir recours à différentes personnes pour l'aider. Non, pas moins que ce que l'on peut faire, c'est se reconnaître entre nous, être compassion entre nous, être en paix avec soi, parce que si chaque être est en paix avec lui-même, il émane de la paix, se nourrir de différentes sources de joie, s'aimer comme des frères, et on participe. Moi, je suis un optimiste et je sais, je sens qu'on évolue progressivement vers un nouveau monde. Ce n'est pas en une vie, l'espace d'une vie d'un être humain actuellement, disons 100 ans, que le monde entier va changer. Mais chaque jour, chaque pas, chacun à sa façon. Pour moi, chacun a un rôle à jouer dans l'évolution de l'humanité, dans l'évolution universelle. Donc, selon son rôle, moi aujourd'hui dans mon rôle, je vous parle, un autre médite, un autre construit des maisons qui sont plus écologiques, plus respectueuses de l'environnement, un autre va plutôt offrir des soins, un autre va enseigner, un autre... Bon, chacun, en fonction de qui il est, a un rôle à jouer. Et donc, si chacun a un rôle dans ce qu'il fait, il y a aussi le rôle en fonction de ce qu'il est. J'invite toujours les gens à être en relation avec ce qu'ils sont vraiment, parce qu'alors, ils émanent leur propre lumière. Alors, comment combler cette incapacité de soulager les souffrances humaines? Il y a une incapacité à soulager les souffrances de tout le monde en un instant, mais tous ensemble, lorsque chacun de l'ensemble contribue à retrouver la paix en lui et à être en contact avec lui, ben, ces émanations vont favoriser la diminution des souffrances humaines, c'est certain. Et je suis moi, convaincu qu'on va parvenir à créer un monde où il n'y a plus ou presque pas de souffrance. Faire face à toute cette sidération que l'on ressent face aux mœurs violentes, ben, la violence est l'expression de blessures. Oui, il y a beaucoup de violence, il y a énormément de violence et il est important de s'exprimer. Par exemple, quand je disais au début de rencontre qu'il y avait entre 100 000 et 200 000 Berlinois ou Allemands qui se sont placés qui sont réunis dimanche pour exprimer qu'ils ne voulaient plus cette violence de guerre. Ben, écoutez, on aurait pu être 8 milliards dans le monde à sortir sur les rues et dire qu'on ne veut plus de violence dans les films, on ne veut plus de violence extérieure, mais aussi on plus de violence dans les familles. Et pour ça, c'est pas juste de dire on veut plus de violence, c'est d'aider les gens qui sont blessés, parce que les gens qui sont violents sont blessés. Ils blessent des gens psychiquement, physiquement, mais ils sont blessés parce que pour blesser quelqu'un, eh bien, il faut être blessé. Je ne parle pas des soldats. Les soldats sont engagés. Je suis certain qu'ils
il y a une multitude de soldats qui sont pas contents de ce qu'ils ont à faire. Et ils y pensent pas parce que c'est leur travail et puis ils voudraient juste être ailleurs. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui fait de la violence, c'est quelqu'un qui est blessé. On revient au thème de la souffrance. Alors, c'est très, très important de parler des souffrances, de parler de qu'est-ce qui entraîne chez l'être la souffrance. Tant et aussi longtemps qu'on attribue les causes de la souffrance à l'extérieur, ou même à la vie ou à l'univers, on devient des victimes. Alors, si on se voit les humains comme des victimes, eh bien, on est des victimes. Et là, on sent qu'il y a une incapacité, il y a une victime. À partir de l'instant où on peut s'aider entre nous pour aller retrouver en soi les sources profondes qui nous entraînent à autant de colère. L'expression de la colère est une forme de violence. Donc, quand on voit que les souffrances proviennent d'éléments qu'on ne transforme pas, mais on peut commencer à se transformer soi-même. Alors ça, c'est un sujet très, très important et il va être important d'en discuter, d'en rediscuter. Je vous remercie de la question. Alors, Anne, je suis dans une relation de couple qui suscite bien des interrogations. Les doutes sont fréquemment présents dans mon esprit. Comment puis-je savoir si c'est mon personnage ou mon moi profond qui soulève ces doutes? J'ai l'impression que cette relation me fait découvrir des parts de moi-même et en même temps, j'ai parfois l'impression qu'elle me freine dans mon évolution. Comment savoir? En fait, vous vivez une expérience dans le couple et comme toute expérience, elle participe à votre évolution. Maintenant, bien sûr, il pourrait y avoir d'autres expériences qui y participent davantage ou différemment. Ce qui est important, c'est que vous réalisiez que ce n'est pas l'autre et la relation qui vous freine, mais votre rapport à cette relation qui vous freine ou qui vous donne l'impression de vous freiner. Là, vous avez une discussion intérieure. Il est intéressant, puisque vous êtes en couple, de partager cette discussion. Comment on se sent. Vous pouvez partager comment vous vous sentez. Alors, ce qui est intéressant, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas d'accuser l'autre ou de pointer l'autre. C'est de dire, voici, je me sens quelquefois alourdi, je m'interroge, est-ce que notre duo est stimulant, est-ce que notre duo, est-ce que on s'accompagne, on se stimule dans notre progression. Il est intéressant de partager dans ça, de dire ce que vous vivez, ce que vous sentez. Ce qui est important, c'est que votre parcours évolutif, il tient à vous. L'autre peut être stimulant, donc vous stimulez à être davantage vous-même. Bien sûr, s'il ne l'est pas, ça vous met en contact avec vous-même. Donc, vous le dites dans votre question, vous êtes éclairé par rapport à cela. Je le vois bien dans vos mots. Vous êtes en rapport avec vous-même. C'est pour ça que je vous dis, pas la relation qui vous freine, c'est comment vous créez des freins à cause de cette relation. Et je ne veux pas jouer sur les mots parce que qu'est-ce que ça veut dire freiner dans votre évolution? Est-ce que, par exemple, il y a des sujets que vous ne pouvez pas discuter avec votre compagnon? Est-ce qu'il y a des expériences, des rituels, que ce serait stimulant pour vous de partager avec quelqu'un, par exemple? Il y a des gens qui vont méditer, qui vont faire différents exercices spirituels et à deux, on se stimule, on s'encourage et puis on partage, etc. Est-ce que c'est cela que vous voulez dire? Alors, ça, à ce moment-là, c'est important de le dire à l'autre. Comme j'ai dit à cette dame, il se peut que votre partenaire soit vraiment stimulant plein d'autres points de vue, par exemple au niveau culturel, ou qu'il aime, par exemple, la marche en montagne, la marche en forêt, et vous adorez ça, c'est stimulant, mais là, vous parlez de votre évolution spirituelle, eh bien, vous pouvez très bien avoir un conjoint qui stimule beaucoup d'aspects de votre vie, et l'aspect spirituel, eh bien, vous pouvez partager ce que vous vivez, mais vivre des expériences avec un ou une amie. Ce qui est important, c'est votre partenaire de route. Vous avez envie de partager, qu'il n'y ait pas de secret entre vous, bien sûr.
Maintenant, souvent, ce qui titille, ce qui agace les personnes, c'est quand l'autre ne s'intéresse pas à toute la démarche spirituelle. Donc, ce manque d'intérêt, il y a même des partenaires qui bloquent ou qui font la gueule ou qui font la tête un peu quand la personne va vers des ateliers, des expériences, ou etc. Donc là c'est ennuyant, mais si le partenaire vraiment il peut en discuter, même si c'est pas sa priorité à lui, s'il en discute, s'il est fasciné aussi, et puis s'il ne bloque rien, bien, et que vous avez beaucoup de choses qui vous stimulent mutuellement, ben c'est fascinant. C'est important d'en parler. Et je répète des choses parce que, évidemment, ce qui est important, c'est d'aller plus loin. Ce que je me rends compte, et je l'ai dit il y a quelques semaines, j'ai vraiment envie de faire depuis plusieurs années, de faire une rencontre avec des couples qui vivent ce que vous dites, alors qui ne savent pas, ou un des deux. Et au début, je me disais une semaine, mais je dis maintenant 2 à 3 semaines où on s'en va ailleurs, là. On s'en va sur une île, s'il le faut, on s'en va ailleurs, on sort, et puis là, on va vraiment guider une expérience pour faire en sorte qu'à la fin, on soit plus près de soi, plus près de l'autre, soit que le couple est ravivé, stimulé, soit que le couple choisit une autre forme de relation, mais qu'en soit, chacun est plus près de soi et plus près de l'autre, parce que il y a tant de personnes qui m'ont dit « je me sens tellement seul quand l'autre est là ». Eh bien, si vous êtes seul quand l'autre est là, mais s'il était tout à coup un copain plutôt que votre conjoint, peut-être que les moments que vous passeriez avec lui ou avec elle, vous vous sentiriez beaucoup plus animé. Donc, je ne suis pas pour la séparation, pour l'union à tout prix. Je suis pour ce qui est juste, ce qui favorise le bien-être de chacun. Donc ça, je vais vous revenir avec ça parce que je veux vraiment animer ça et aider vraiment les couples à vivre ce processus. Donc, je reviens avec ça. Et d'ici là, je vous invite vraiment à partager. N'ayez pas peur de partager. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'essayez pas de faire tout le processus en vous pour arriver à une conclusion, par exemple, qui peut être, par exemple, je me sépare ou bien je reste avec l'autre. Il y a des signaux, vous avez à dire des signaux, vous pouvez dire, même si vous pouvez dire, tiens, je réfléchis à ça, je me demande si on ne serait pas mieux dans un rapport différent, ou pourquoi on ne se rencontre pas pour aller plus loin. Voilà ce que je vous propose. Alors oui, Solveig, je vous ai répondu. Alors là, je réponds à une dernière question parce qu'il est bientôt... je vais prendre les 2 dernières questions. Okay? Diane et Katia, parce que ça fait déjà presque 2 heures qu'on est en ligne. Diane, les énergies venant du soleil central sont très puissantes et m'apportent beaucoup de symptômes. Pourtant, j'accepte cette entrée de lumière avec amour, mais parfois avec une certaine résistance. Que faire pour lâcher prise? Eh bien, ce que je vous suggère, c'est d'accueillir les rayons solaires soit en début de journée ou en fin de journée. Parce que l'angle par lequel ils pénètrent l'atmosphère va faire en sorte qu'ils vont, leur puissance accrue peut vraiment vous créer des symptômes. Alors, ce que je suggère souvent, c'est durant les 2 ou 3 premières heures d'ensoleillement, vous pouvez vraiment vous nourrir de soleil, vous présenter au soleil, et durant les 2 heures de fin d'ensoleillement, vous allez pouvoir bénéficier de l'aspect très créateur positif du soleil et sans avoir les effets du soleil quand il est à son zénith, là, entre, par exemple, dépendant où vous êtes, évidemment, là, dans le monde. Si vous êtes à l'équateur, ben, ça commence tôt, là. Vaut mieux, à partir de 9 heures le matin, ça peut être très, très dur, mais en général, vers 11 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi, ce sont des périodes qui sont trop exigeantes pour se présenter au soleil. Donc, juste varier, aller. Vous savez, les rayons du soleil, ils sont là, même au début, quand le soleil se lève. Prenez, et avant de se coucher, allez chercher ces rayons-là, à ce moment-là, vous allez vous en nourrir davantage.
la solitude et le doute, comment les accepter entièrement? Alors, et on aurait pu ajouter plusieurs éléments à la solitude et le doute, qui sont deux grands thèmes différents. Alors, vous pouvez m'amener dans une grande, grande discussion, Katia. Je peux vous dire, ce qui est important, c'est d'abord que dans toute voie évolutive, il y a des périodes de solitude qui favorisent vraiment une rencontre de soi, un approfondissement de soi intéressant. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais été seuls et ce parcours, cette traversée du désert intérieur, permet de rencontrer certains blocages, certains résidus, ça permet de transcender des choses, c'est intéressant. Donc maintenant, ça vous permet aussi dans une période de solitude de vous rencontrer dans tout ce que vous êtes, dans toute votre beauté et de ressentir jusqu'à quel point vous n'êtes pas seul. C'est curieux comme paradoxe et je peux vous dire parce que j'ai vécu de longues périodes de solitude dans ma vie et c'est dans les périodes de solitude que j'ai vraiment atteint des états dans lesquels je sentais, je savais que je n'étais pas seul. Autant dans l'énergie que dans les individus. C'est l'ouverture des facultés où aussi on se sent uni malgré les distances et malgré quelquefois les différences. Alors, il y a des unions entre amis qui n'ont rien à voir avec la présence physique et que l'on peut sentir. Maintenant, il ne s'agit pas nécessairement d'accepter comme un fait où on va être seul. Je parle d'accepter dans le sens de saisir l'opportunité. Maintenant, l'être humain est un être qui est mu par une pulsion d'amour, une pulsion d'union. Et c'est tout à fait naturel pour l'être humain d'avoir des relations, des copains, des amis, des gens avec des relations plus intimes. Ça fait partie de la vie. Donc la solitude continue peut être un poids. Alors c'est important de faire en sorte de profiter d'une période de solitude pour se rencontrer, pour être de plus en plus soi-même et alors, pour le moins, créer des copains, des camarades, des amis profonds qui nous font vivre l'amour quelquefois plus qu'un conjoint, une conjointe qui arrive de façon prématurée dans une vie. Le doute aussi a ses vertus, c'est-à-dire que un peu de doute souvent va permettre qu'il y ait moins d'orgueil. Trop de doute va annihiler, va écraser l'être dans ses difficultés. Donc quand il y a trop de doute de l'être, alors là, c'est tout le parcours pour voir vous doutez de quoi en vous, de quoi dans la vie. C'est un doute sur vous, c'est un doute vers l'extérieur. Ça fait combien de temps? C'est de remonter dans le temps pour voir jusqu'où il est. Puis allez voir à l'intérieur de vous les éléments dont vous doutez de vous. Parce que si vous doutez de l'extérieur, ça vous ramène à vous de toute façon. De quoi doutez-vous? Et si vous doutez d'aspects de vous, c'est soit que il y a eu des blessures qui vous amènent à douter, et il est important de suivre un autre parcours pour vous reconnaître, c'est-à-dire que les blessures de reconnaissance qui vous font douter de vous sont difficiles à dissoudre tant que vous ne commencez pas vous-même à vous reconnaître et accompagné d'amis, de copains quelquefois, qui nous partagent ce qu'ils sentent de nous, ce qu'ils apprécient de nous, ce qui les stimule de nous, ce qui les éveille, ce qu'ils apprennent de nous. Eh bien, ces copains, ces amis, ils nous aident à nous reconnaître. C'est curieux parce que souvent, je veux dire, quand les amis se mettent à dire à leurs amis, voici tel aspect de toi, ça me stimule, tel aspect de toi, et ça me donne envie, moi aussi, de. Eh bien, il y a des gens qui ne savaient pas même qu'ils avaient tel aspect en eux, et c'est leurs amis qui leur ont dit, et ça les aide à se reconnaître. Donc, je pense qu'il ne faut pas accepter le doute brut, simplement voir qu'est-ce que le doute veut vous dire. Quelquefois, un peu de doute, ça vous amène à plus de pondération, plus de vigilance, de diligence, plus de
de moments d'intériorisation, pour voir. S'il y a trop de doutes, là, ça bloque, ça vous limite, ça vous enferme. Alors, qu'est-ce qui crée cela? Quelle partie de vous, quelquefois, peut se répondre? Par exemple, vous doutez je sais pas, quelqu'un doute de sa capacité d'écoute, et puis d'apprentissage, et puis ça bloque dans tout. Donc, il peut tout à coup cerner de plus en plus le doute et voir comment ce qui semble être une difficulté peut devenir tout à coup un propulseur. Fait de douter de vous, alors peut faire en sorte que vous observiez, tiens, vous avez tendance à vous comparer, vous avez tendance à vous juger parce que vous vous comparez. Donc là, le doute peut vous amener dans différentes directions. C'est pour ça que je dis souvent, explorez. Explorez à l'intérieur de vous. Et quelquefois, c'est difficile de s'explorer parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui veulent arriver vite à la conclusion. Alors, lorsque vous doutez, lorsque tout à coup, une journée, vous dites, tiens, j'ai douté ce matin et je vais même douter en fin de journée. De quoi avez-vous douté? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous explorez. Faites du doute un élément qui va vous aider à vous découvrir et à vous connaître et vous reconnaître. Donc, vous allez moins être réaction contre vous et plus vous allez utiliser ce doute pour vous connaître, vous comprendre et vous reconnaître, et moins il va y avoir de doute parce qu'il va avoir fait son travail. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas des solutions à tout que je vais vous transmettre, mais des pistes dans une perspective d'évolution, de respect de vous, de bienveillance envers vous-même, de compassion envers vous-même, qui favorise votre ouverture, votre amour, votre compassion envers les autres. Parce que plus vous aurez de la compassion envers vous, plus vous pouvez vous reconnaître, et plus il sera simple de reconnaître les autres et d'avoir de la compassion pour les autres. Voilà. Alors, je termine sur ça. Je vous remercie, toutes les personnes qui étaient là. Je suis désolé pour toutes les questions. Il y en a beaucoup, vraiment qui suivent. Eh bien, je serai là à nouveau lundi prochain à midi au Québec, à 18h en Europe. On se fait une rencontre unie pour émaner l'amour et après ça, on rentre dans le rendez-vous avec Pierre Dessart. Je continue vos réponses aux questions. Je suis désolé pour la multitude de questions qu'il y a, mais c'est pour ça que je reviens chaque semaine. Donc, faites-en une copie, puis revenez la semaine prochaine, puis indiquez votre question, puis j'y réponds avec mon cœur. Merci à tout le monde, merci à l'équipe, merci à Isabelle Lefebvre, qui assure vraiment tout le déploiement de Symphonie. C'est l'âme de Symphonie, et merci. Actuellement, j'ai Christine Falaise qui aide à tout l'aspect de technique, mais c'est pas son rôle, même si elle m'aide. Christine, c'est une personne que je recommande pour l'accompagnement. Elle est vraiment près de moi dans cet enseignement-là depuis 30 ans. Donc, c'est une accompagnante. Vous pouvez la contacter par le site symphonie.life et peut vous aider de façon virtuelle ou présentielle. Et puis, toutes les autres personnes qui favorisent la mise en onde et le développement de tout ça. Merci à tout le monde. Je vous aime et à très bientôt.